Vous savez quoi? Les joueurs sont dans le couloir des joueurs de Roland-Garros, on vient de m'indiquer. Ils sont prêts à venir sur le court pour jouer leur match. Merci d'accueillir en juge arbitre Brigitte Boucher et à son micro Hubert de Boisredon, Julia de Funès, Serge Papin, Jérôme Perminja et Sandrine Rousseau. S'il vous plaît, applaudissez-les. Ils rentrent sur le court de Roland-Garros. Hubert de Boisredon, le président directeur général d'Armor Group, Julia de Funès, philosophe essayiste, conférencière, Serge Papin, notre ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme, du pouvoir d'achat, Jérôme Perminja, le directeur général de Luminor, et Sandrine Rousseau, députée de Paris. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Chère Brigitte, merci de nous accueillir sur ce très beau plateau ce matin. Et le rendez-vous est donc pris. Et merci Brigitte qui sort juste de son plateau télé pour bondir sur le plateau de Roland-Garros. Mesdames et messieurs, ils sont vos invités. Bienvenue à tous. Joyeuse matinée, Brigitte. Merci à toi et merci à tous effectivement d'être là pour ce débat consacré ce matin à l'effort. Peut-on encore parler d'effort? Voilà la question que nous allons nous poser ensemble. En tout cas, c'est le thème qui a été choisi pour la REF aujourd'hui. Alors, il est vrai que l'effort occupe une place importante dans nos sociétés. L'effort est associé au mérite, il est associé au progrès, à l'émancipation. Travailler, étudier, persévérer, voilà ce que vous enseignez, j'imagine, à vos enfants, voilà ce que vous vous infligez aussi à vous-même. Ce sont des exigences que nous nous sommes fixées car elles étaient présentées comme les conditions nécessaires à la promesse d'une vie meilleure. Mais voilà, il y a aujourd'hui dans la société une inquiétude qui grandit. Les efforts garantissent-ils toujours un avenir, une reconnaissance, des perspectives? Comment en est-on arrivé là? L'effort est-il également réparti? Notre jeunesse est-elle sacrifiée? Alors, l'effort a-t-il toujours un sens? Sinon, comment lui en redonner? Voilà un peu la problématique de cette thématique. Alors, cette réflexion, nous allons la mener avec nos invités. Je vous présente Serge Papin, qui est juste à côté de moi, qui est le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'Achat. Merci d'être avec nous. Julia de Funès, philosophe. Sandrine Rousseau, qui est juste à côté, députée écologiste et sociale de Paris. Hubert de Boisredon, PDG d'Armor Group. Et Jérôme Perminja, directeur général de Luminor. Merci à vous tous d'être là pour ce débat. Julia de Funès, je voulais commencer avec vous. C'est à la philosophe qui est sur ce plateau qu'il revient donc de nous éclairer sur cette question. Est-ce que l'effort est un terme qui vous paraît galvaudé ? Galvaudé, non, parce que ça voudrait dire qu'on utilise le terme à tort et à travers. Et je suis un peu en désaccord avec ce que vous avez dit en introduction, au sens où l'effort serait synonyme de progrès. Moi, je trouve que c'est plutôt un terme, non pas galvaudé, mais qu'on n'ose plus trop prononcer, un terme un peu dysphémique, parce qu'il est tout de suite rangé du côté assez conservateur, de la discipline, de la rigueur, de l'exercice, de la répétition, ce qui ne vont pas avec les valeurs de l'ère actuelle sur l'émancipation, l'absence de contraintes, la paresse et la liberté. Donc, je trouve que c'est plutôt un terme qu'on utilise avec précaution maintenant pour ne pas être rangé du côté réactionnaire et conservateur. Mais je crois que votre question, c'était sur le sens de l'effort. Je crois que le sens de l'effort, justement, c'est de ne pas faire ce contresens entre effort et liberté. Et que le sens de l'effort même, c'est la liberté. Pour être libre, déjà, il faut être auteur de ses actes. Il ne faut pas sans cesse obéir à ses pulsions, ses passions, ses penchants naturels. Et pour désobéir à ça, pour résister, il faut bien un effort. Donc on est libre déjà vis-à-vis de soi-même quand on fait un effort sur soi-même. Donc là, l'effort est évidemment la condition de la liberté. Et puis on est dans un stade de tennis, donc je vais prendre le sport comme métaphore, bien sûr, mais c'est par l'effort qu'on parvient à devenir aussi la cause des effets qu'on souhaite produire. Quand vous regardez un grand champion de tennis, pardonnez-moi, j'ai pas les références très modernes en tennis, mais je suis restée sur Federer et cette génération-là. Quand vous regardez un revers de Federer, vous avez l'impression que c'est d'une aisance, d'une fluidité extraordinaire. Mais c'est des heures de travail. Évidemment, combien
combien d'années d'efforts, d'abnégation, de sacrifices ça suppose. Donc vous voyez qu'on ne parvient à rien, à aucune liberté, à aucune aisance, à aucun même lâcher-prise sans une discipline première et sans un effort premier. Donc pour moi, l'effort, le sens de l'effort, c'est la liberté et on a tendance souvent à les opposer. Et quant aux circonstances atténuantes que vous évoquez dans votre question, la dette, la génération sacrifiée, etc., les retraites, toutes ces problématiques-là, je pense que ce ne sont pas du tout des arguments contre l'effort, mais au contraire des raisons supplémentaires d'en fournir. C'est parce qu'il y a toutes ces problématiques-là qu'il va falloir fournir beaucoup plus d'efforts. Donc je ne crois pas qu'il faille culpabiliser l'effort, si vous voulez, parce qu'à ce moment-là, on se prive des moyens qui permettent de surmonter la situation qu'on déplore aujourd'hui dans notre pays. Et si un pays fait de la facilité, de l'émancipation, de l'absence de contraintes un idéal, à ce moment-là, je crois qu'elle prépare plutôt son déclin plutôt que son progrès, justement. Ah, alors Sandrine Rousseau. Merci. Sandrine Rousseau, vous allez vous répondre, hein, parce que vous défendez un droit à la paresse. Alors là, ça y est, on met les pieds dans le plat. Donc c'est votre choix politique et écologique. Est-ce que ça exclut ou pas l'effort, le droit à la paresse? Et est-ce que pour vous, est-ce que le travail est source d'émancipation? Bonjour à tous et toutes, merci pour cette invitation. Alors déjà, l'effort, la question c'est pourquoi on le fait et pourquoi on le produit, c'est-à-dire pour quel objectif on le produit. Et quand vous preniez l'exemple de ce cours de tennis, évidemment que celles et ceux qui ont été là l'ont produit dans un but très précis qui est de progresser, d'avoir une place dans les tableaux internationaux et de briller sur les concours internationaux. Mais aujourd'hui, l'effort, ça n'est pas que cela. L'effort, c'est juste cumuler, par exemple, des emplois précaires pour essayer de nourrir juste sa famille, d'avoir un logement. Et en fait, toute la question que pose l'effort aujourd'hui, c'est dans quel sens on le fait. Et il y a toute une promesse républicaine qui consistait à dire que si vous travaillez durement, que ce soit dans les études ou dans votre travail, alors vous auriez accès à une forme de progression sociale qui serait que vous pouvez accéder à la propriété privée, vous pouvez accéder à un meilleur niveau de vie, vos enfants auront un niveau de vie et une qualité de vie supérieure à la vôtre, et donc ça justifiait les efforts. C'est la raison au nom de laquelle vous faisiez ces efforts. Mais aujourd'hui, cette promesse-là est abîmée, largement. Qui peut aujourd'hui véritablement promettre à ses enfants que la situation dans laquelle ils vivront sera meilleure que la nôtre aujourd'hui? C'est difficile. C'est très difficile dans un monde qui est en train de s'effondrer. Et en fait, si vous n'avez pas de but au nom desquels vous faites l'effort, eh bien évidemment, vous êtes amené à moins en faire. Et dans le travail, il y a aussi cette question du sens qui est lié à l'effort. C'est-à-dire, vous pouvez faire un effort parce que vous avez un but dans la vie, gagner Roland-Garros. Vous pouvez aussi faire un effort parce que vous avez la satisfaction à la fin de cet effort du travail accompli. Vous avez bien travaillé. Vous avez la fierté d'avoir correctement travaillé. Mais pour cela, il faut aussi avoir un droit à la paresse à l'intérieur du travail. Il faut avoir le temps, quand vous êtes aide à domicile, de prendre un café avec la personne dont vous prenez soin. Il faut avoir le temps, quand vous êtes employé ou ouvrier sur une chaîne, de pouvoir discuter avec les copains, avec les collègues, pour savoir comment mieux faire le geste, comment mieux travailler, comment moins s'abîmer. Et en fait, tout cela a été grignoté par les objectifs d'une rentabilité qui, aujourd'hui, nous met en danger. Et donc la question, ça n'est pas de demander un effort sans contrepartie, c'est de demander un effort pour quoi faire, dans quel monde et avec quel droit. Et oui, le droit à la paresse est aujourd'hui quelque chose qui est approprié par les plus riches. On a des vacances, on a des RTT, on a la possibilité de se reposer. Aujourd'hui, la partie de la population qui est la plus pauvre, elle, court après la survie et n'a pas du tout le droit de se reposer. Raison pour laquelle je pense que cette phrase a été perçue comme très subversive. Oui, il faut le droit à la paresse pour les plus pauvres et les plus précaires. Un mot sur votre entreprise Le Minor, Jérôme Perminja, qui a été fondée en 1992 à Pont-l'Abbé en Bretagne. Vous êtes à Guidel. En 1922.
1922. En 1922. Oui, j'ai dit 92. Pardon. C'est une entreprise familiale qui est considérée aujourd'hui comme l'une des dernières maisons françaises qui produit intégralement ses vêtements sur le territoire national. Des efforts, j'imagine que vous en avez fournis, que vous en fournissez d'ailleurs encore. C'est pas facile aujourd'hui d'être chef d'entreprise, on le rappelle. Par ailleurs, vous m'avez dit que vous aviez un staff qui était très jeune. Est-ce qu'il rechigne à l'effort ? Alors merci et bonjour à tous. Alors pour commencer, j'aimerais moi aussi avoir droit à un peu de paresse, parce que je vous avoue que depuis 2018 et ce rachat que j'ai réalisé en rachetant cette entreprise qui s'appelle Le Minor, donc la dernière marque fabricante 100% française qui produit tous ces vêtements, du fil au produit fini, au même endroit en Bretagne, à Guidel, à côté de Lorient. C'est une entreprise qui a été créée en 1922 et qui a souffert de la crise industrielle textile, évidemment. Et en 2018, quand on achète cette entreprise, il n'y a plus que 23 personnes. La moyenne d'âge est de 58 ans. Et l'entreprise ne va pas forcément très bien. Elle perd 300 000 € depuis à peu près 15 ans. Et on est tombé un peu amoureux de cette entreprise, de ses savoir-faire, de son histoire. Et on a eu envie de faire l'effort de redonner à cette belle endormie ses lettres de noblesse. Et en fait, depuis 2018, moi, j'ai engagé tout mon argent personnel, tout mon temps, ma vie de famille. J'ai eu très très peu de vacances. En tout cas, quand vous êtes en vacances et que vous êtes un patron de PME, en fait, vous n'avez pas de vacances. Vous pensez à votre entreprise tous les jours, tous les 25 du mois. Il faut payer des salaires, donc vous avez mal au ventre. Et ça, les salariés qui sont en vacances, ils n'ont pas mal au ventre. Hein. Et ça, c'est hyper important de se... Non, ils n'ont pas mal au ventre. En fait, le dirigeant, patron de PME, pas de grand groupe, le patron de PME, ce qui représente quand même 80% des entreprises en France, il a mal au ventre, il dort mal, il engage sa trésorerie, son patrimoine personnel, ses garanties personnelles. Et en fait, c'est très rude pour un dirigeant aujourd'hui. Donc je considère... Merci beaucoup. Je considère il faut jamais oublier que nous, entrepreneurs, on fait des efforts au quotidien. Et souvent, on parle de l'effort, on parle des salariés qui font des efforts. Évidemment, tout le monde doit faire des efforts, mais il faut jamais oublier que les entrepreneurs en font aussi beaucoup. Et il faut arrêter d'opposer les salariés, les entrepreneurs, les patrons, etc. Sur la partie... Et les générations ? Sur la partie générationnelle, effectivement, nous on rachète cette entreprise, il y a 23 personnes, moyenne d'âge 58 ans, les gens 40 ans d'expérience environ, et il a fallu recruter très vite. Alors c'est une hérésie économique d'avoir racheté cette boîte, parce que produire en France aujourd'hui avec les coûts de production qu'on a, en fait on aurait mieux fait de faire une promotion immobilière sur le terrain de l'usine et de surtout pas produire. Toujours est-il qu'on a repris cette boîte, on s'est engagé, on a recruté, et aujourd'hui la moyenne d'âge est de 34 ans, on est une cinquantaine de personnes dans l'entreprise, et je dirais pas que la jeune génération rechigne à l'effort, ça dépend de l'éducation de cette génération. Je trouve qu'il y a vraiment une différence. Aujourd'hui, on a des ouvriers qui sont là à 5 heures du mat, qui sont hyper engagés pour l'entreprise, mais effectivement, et là je vous rejoins Sandrine, je pense qu'il faut du sens et qu'on ne fait un effort que si on sait pourquoi on fait cet effort. Et les salariés qui sont chez nous, ils font cet effort parce qu'ils savent que ce qu'ils fabriquent a du sens. Ils achètent un vêtement qui va durer plusieurs vies. Ils vont fabriquer des vêtements qui vont durer plusieurs vies, Et ça, l'importance du geste est très importante. Et du coup, on n'a pas du tout cette dichotomie intergénérationnelle. C'est vraiment en fonction de l'éducation de chacun. Et je vous raconte juste une anecdote. Au moment des grèves des retraites, on avait donc des salariés qui étaient là depuis 30 ans. Les seules personnes qui ont fait grève, c'était nos alternants en communication. Voilà. Ils n'ont pas mis les pieds dans les ateliers, mais eux, par soutien, ils ont voulu soutenir les gens qui étaient à 10 mètres d'eux et ils ont fait grève. Bon, c'est quand même un peu étonnant. Merci pour ce témoignage. Hubert de Boisredon, alors vous dirigez Armor Group. C'est une entreprise qui a également été créée en 1922, fondée à Nantes, qui fabrique des matériaux de haute technologie et des technologies d'impression. Par exemple, vous êtes le leader mondial pour impression des codes barres que l'on retrouve notamment sur les produits alimentaires. Cette réflexion sur l'effort, vous l'avez eue, vous, à travers 2 ouvrages, Déserter ou s'engager, lettres aux jeunes qui veulent changer le monde, et Le courage des chefs, vivre et diriger autrement, c'est publié chez MAM. Est-ce que l'engagement que vous avez, vous, en tant que chef d'entreprise, vous le retrouvez dans votre société et chez vos salariés? Et puisque vous parlez de diriger autrement, est-ce que l'envie de fournir des efforts dépend en grande partie du manager?
Bonjour à tous. Alors déjà, oui, effectivement, moi je suis frappé de voir comme les salariés de l'entreprise, et je rejoins de ce que disait Jérôme tout à l'heure, aiment l'entreprise. Et tous, que ce soit les cadres, les opérateurs de production, les membres des syndicats, les membres du management, on est unis par une chose, c'est l'amour de notre entreprise. Après, c'est clair que le management a une responsabilité particulière. Je pense qu'une certaine dérive d'une certaine forme de capitalisme, peut-être très financier et très centré sur la performance, fait que parfois, ce qui est mis à mal, c'est la qualité de la relation. Et je n'adhère pas au terme droit à la paresse, parce que les exemples que vous dites, c'est plutôt le droit à prendre le temps de la relation avec la personne que l'on sert ou de la transmission. Moi, je préfère parler d'un droit à la relation, à la qualité de la relation. Et ça, je pense que c'est important, la qualité de la relation. Il y a une étude qui a été faite dans un think tank de l'Université catholique de Lille qui montre que ce qui donne du sens notamment aux jeunes, ce qui fait qu'ils adhèrent à leur entreprise et qu'ils y restent, c'est principalement la qualité de la relation avec leurs supérieurs. Et donc oui, le management a un rôle. Prendre le temps de rencontrer la personne en tête-à-tête, etc. Et puis l'autre chose, je crois qu'il faut affirmer l'importance d'un management par la confiance. Il y a trop, je crois, aujourd'hui, encore dans nos entreprises, parfois une culture de la pression, d'un management par le harcèlement ou par la peur qui n'est pas positif. Alors je crois que ce qui construit, c'est le management par la confiance. En tout cas, c'est ce que je crois et ce que j'essaye de promouvoir, notamment dans les livres que j'ai écrits. On va donner la parole aux politiques. Serge Papin, c'est à vous qu'il revient de réagir à cela. Est-ce qu'on peut dire qu'on a une génération qui fait des efforts, qui a envie de faire des efforts ou pas? Et est-ce qu'on peut lui dire, fais des efforts, ça paiera? Est-ce que vous pouvez leur promettre ça, vous, en tant que politique? Alors, d'abord, les jeunes, ils ont plusieurs types de profils. Et l'injonction à l'effort n'est pas perçue de la même manière. Moi, j'ai un ado à la maison, si je lui dis fais des efforts, il va me dire oui, mais je suis sûr qu'il va pas en faire derrière. Donc voilà, il y a aussi, comment dirais-je, une disparition de la moyenne. Vous savez, c'est Olivier Hamon qui dit on quitte la moyenne pour aller dans les écarts types. C'est-à-dire qu'on est dans un monde d'incertitude. Qui peut être anxiogène, on le voit avec les crises climatiques, les écarts de température, là en l'occurrence, les crises géopolitiques, tout ça crée un climat d'anxiété et donc voilà, les injonctions sont pas perçues de la même manière, quoi. Hein. La relation à l'effort est plus peut-être dans le temps présent. Par cette génération que la mienne où l'effort c'était aussi de se mettre en perspective pour sa famille, son patrimoine, construire, acheter sa maison, etc. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, moi, parce que comme c'est une question un peu philosophique, j'ai regardé une étude qui est intéressante, que je vous soumets là. Voilà, donc on a quand même 84% des jeunes de 18 donc à 28 ans qui déclarent avoir le goût au travail. Et 91% qui estiment qu'avoir un travail que l'on apprécie est une condition essentielle pour être heureux. C'est une étude Ipsos qui est pas très ancienne. 85% considèrent que réussir leur vie est un objectif essentiel. Et 80% placent l'équilibre de vie privée et vie professionnelle, ça la notion d'équilibre, c'est important, par rapport à moi, ce que ma génération a connu, vie pro, vie privée, parmi leurs premiers critères de choix de l'employeur. Alors, évidemment, respect de la vie perso par rapport à la vie professionnelle, équilibre, contrepartie. Les jeunes d'aujourd'hui veulent des contreparties, et dans la contrepartie, donc ça veut dire qu'ils sont en égo aussi, et dans la contrepartie, ils veulent la reconnaissance, la rémunération aussi, ce sont des choses importantes. Ils sont aussi parfois préoccupés par le décalage générationnel. Et quand on met en effet miroir entre ce qu'ils pensent eux et ce que pensent les dirigeants, alors voilà, bon, là je vous dis aussi
comment c'est reçu au niveau des dirigeants dans cette étude Ipsos. 57% des dirigeants jugent les jeunes moins investis qu'avant. 53% sont moins respectueux, estiment qu'ils sont moins respectueux de la hiérarchie et de l'autorité. Et 72% considèrent qu'ils sont moins fidèles à l'entreprise. Et même 7 dirigeants sur 10 estiment qu'ils ont du mal à comprendre leurs aspirations. Voilà, donc ça veut dire, quand on a ce diagnostic, il me semble là qu'on est un peu à la croisée des chemins. On est dans un changement d'époque, de ce point de vue-là. Il me semble qu'il faut qu'on mette en place les conditions peut-être d'un nouveau deal avec cette génération-là. Parce qu'on n'est plus dans la continuité. Vous savez, ce qui a été ne sera pas ce qui sera dans ce domaine. Et donc, il faut être créatif, peut-être sans doute un peu disruptif. Et ça veut dire qu'il faut qu'en effet, il y ait une mise en perspective entre le management, entre les patrons et cette nouvelle génération qui résonne pas du tout de la même manière parce qu'elle est dans un autre contexte que ce que nous, on a connu. Julia de Funès, vous validez? Est-ce que la place du travail dans la société a effectivement changé? Oui, je pense qu'il y a un changement de paradigme et la clé, le nouveau pacte social, à mon sens, dépend de cette perspective-là et bien l'avoir en tête. Et si je le résumais un peu plus philosophiquement, je le dirais de la manière suivante, c'est que pour ma génération et les précédentes, j'ai 48 ans, pour ma génération et les précédentes, le travail constituait une finalité à part entière. Nos parents nous disaient, fais des efforts, fais des bonnes études, tu auras un bon boulot et tu auras réussi ta vie. C'était presque aussi simple que cela. Aujourd'hui, cette logique-là me semble en voie d'obsolescence totale, c'est-à-dire que si je prends un exemple très concret, j'étais dans une grande entreprise il y a quelques temps, le manager de l'entreprise me dit, dans mon équipe, j'ai un homme de 50 ans, ça fait 25 ans qu'il est dans l'entreprise, donc son travail, c'est un marqueur identitaire très fort, c'est une raison d'être à part entière, c'est un sens en lui-même. Et dans la même équipe, me dit ce manager, j'ai un garçon de 25 ans qui me dit, moi, je travaille 2 ans à fond, et pourquoi je travaille? C'est uniquement pour faire le tour du monde avec ma copine dans 2 ans, c'est pour ça que je bosse. Vous pouvez trouver plein de variations sur le thème du tour du monde, c'est pas le tour du monde qui m'intéresse, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez que dans le premier cas, le travail est une finalité, dans le deuxième cas, pour le plus jeune, le travail n'est qu'un moyen, exactement, pour avoir une vie meilleure. Donc le gros paradoxe, et il ne s'agit pas d'hiérarchiser moralement, chacun fait bien ce qu'il veut de sa vie, mais le gros paradoxe, c'est celui qu'il faut comprendre pour justement mieux débattre et mieux dialoguer avec ses collaborateurs, je crois, c'est que pour faire sens aujourd'hui, le travail doit concéder à n'être qu'un moyen au service de la vie. S'il continue de se positionner, de se penser comme une finalité de l'existence, il perd paradoxalement tout son sens. Et c'est exactement le même raisonnement qu'on peut tenir pour l'entreprise. Quand on dit les salariés, comment les mobiliser, les engager, etc. Et ben, je crois que si on a encore cette vision de l'entreprise comme finalité, on va bosser dans cette boîte parce qu'on aime cette boîte, etc. Je crois que c'est malgré tout en voie d'obsolescence aussi. Et toutes les entreprises que je connais qui ont moins de problèmes d'engagement, de fidélisation, etc., d'attractivité, sont celles qui ont des raisons d'être, mais très authentiquement incarnées. Je ne parle pas du bullshit des raisons d'être, juste du marketing éthique, si vous voulez. Mais si au profit de l'entreprise, non négligeable du tout, on n'adosse pas un projet d'envergure aujourd'hui, une raison d'être impactante, c'est très compliqué de motiver les plus jeunes générations. Donc là aussi, c'est exactement le même raisonnement que pour le travail, c'est que pour faire sens, l'entreprise doit elle aussi concéder à n'être qu'un moyen au service d'une cause qui l'excède, que ce soit humanitaire, environnementale, sociale, sociétale, peu importe. Mais si on n'adosse pas à ce profit un projet d'envergure, c'est difficile, encore une fois, de motiver les plus jeunes. Donc je valide absolument, je cautionne tout ce que vous avez dit et tout se résume là-dedans. Encore une fois, peu importe que ce soit plus d'argent, plus de liberté, plus de salaire, plus de reconnaissance, ce qui importe, c'est que c'est la vie qui prime sur le travail maintenant et que le travail n'est qu'un moyen au service de la vie. Ce qui était tout à fait logique d'ailleurs. Ça ne veut pas dire, je nous mets tous dans la même génération, pardonnez-moi, mais c'est pour une facilité oratoire. Ça ne veut pas dire qu'on s'est planté sur toute la ligne pour nos générations, pas du tout. Il y avait beaucoup de bons aussi dans cette logique, parfois un peu trop sacrificielle d'abnégation, mais il y avait aussi beaucoup d'absurdes, parce que travailler pour travailler n'a
aucun sens. C'est pas parce que le travail n'est pas une finalité de l'existence qu'il n'est pas essentiel à la vie d'un homme. Il ne faut pas confondre les deux sujets. Bien sûr que le travail est essentiel, on ne peut pas bien vivre sans travail, mais c'est pas pour autant une finalité de la vie. C'est exactement comme la santé. Il ne viendrait à l'idée de personne de dénigrer l'importance de la santé. Il n'y a rien de plus important dans la vie, mais c'est pas la finalité de l'existence pour autant. J'espère être en bonne santé pour vivre le mieux possible. C'est un moyen au service de l'existence. Et ben, j'espère un boulot le meilleur possible pour vivre le mieux possible. Les deux sont des moyens essentiels, mais ne sont plus des finalités de la vie. Sandrine Rousseau, est-ce que cette quête de sens, elle passe pour vous par la décroissance, par la croissance verte, par l'écologie ? Oui, évidemment. Je voudrais juste revenir sur un truc, parce que vous avez dit que vos salariés partaient sans peur au ventre en vacances. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est extrêmement méprisant, en fait, de le poser comme ça. Donc, moi, je pense que les gens qui n'ont... Oui, mais en fait, il y a des conditions de vie, il y a une qualité de vie. Ben oui, mais... Vos salariés partent avec la peur au ventre en vacances. Et je veux dire, aujourd'hui, tout le monde en réalité a la peur au ventre. Et moi, je vais vous dire, dans le monde tel qu'il se présente... Non, on a le droit de se parler, on a le droit de débattre, mais on n'a pas le droit de siffler. Non, chacun expose ses idées. Allez-y. Vous n'avez pas le monopole de la responsabilité, en fait. Et vous n'avez pas non plus le monopole de la stratégie. Et en fait, dans les vies Mais non, mais... Et ça renvoie aussi à la question de l'effort. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'appropriation de la valeur symbolique de l'effort qui, chez certains, est hyper valorisée et chez d'autres ne le serait pas tant que ça. Et en fait, quand on regarde la relation au travail, et je rejoins ce que vous venez de dire, la relation au travail, elle est en train de se modifier d'une manière absolument historique. Près d'un salarié sur deux, une salariée sur deux n'est pas heureux aujourd'hui au travail. En fait, ce chiffre-là devrait quand même nous interroger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer dans un système où il n'y a pas de satisfaction personnelle, d'émancipation, de réalisation personnelle dans le travail. Et si en plus ce travail sans réalisation dans le cadre des horaires vous envoie vers une incapacité à vivre en dehors du travail, eh bien évidemment qu'il y a un souci. Mais moi je voudrais interroger la notion de sacrifice. C'est-à-dire que je pense qu'on passe d'une société du sacrifice qui est une notion qui nous dépasse d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on faisait le sacrifice pour avoir une vie meilleure, mais pour avoir aussi une société en progression. Il y avait une forme de récit collectif derrière la notion de sacrifice. On pouvait travailler dur pour la réalisation d'un projet économique, social, avoir du progrès technique, avoir du progrès social, une égalité, etc. Cette notion de sacrifice, sacrifier sa vie pour le travail, pour quelque chose qui ne nous appartient pas d'une certaine manière, qui voire nous met en danger sur la santé, y compris psychique d'ailleurs, aujourd'hui n'est plus une notion que l'on peut suffisamment mobiliser pour convaincre les gens d'aller travailler. Et en fait, nous passons d'une société du sacrifice à une société de la réalisation, c'est-à-dire nous cherchons les équilibres. En fait, nous sommes dans le temps de la recherche de nos équilibres. Équilibre de vie entre travail et non-travail, équilibre planétaire entre l'utilisation de ressources et la destruction de la planète, équilibre aussi dans le cadre d'une croissance qui qualifie comme richesse le fait d'aller chercher du pétrole, de produire du plastique. Et en fait, tout cela est questionné aujourd'hui. Et finalement, le sens que nous avons mis derrière notre modèle de société après-guerre, qui était un sens collectif de progrès, aujourd'hui est interrogé à l'aune de la limite. Et ce que nous allons expérimenter dans les années à venir, c'est notre impuissance. Nous nous sommes pensés, depuis la Seconde Guerre mondiale, comme dominant et puissant sur la planète. Nous pouvions tout diriger, nous pouvions discipliner la planète en fonction de nos besoins. Ce que nous rappelle cet été et ce que vous nous rappelez les étés prochains, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas maîtres et possesseurs de la planète et qu'il va nous falloir apprendre l'équilibre. Il va nous falloir apprendre l'humilité, la modestie et il va nous falloir apprendre la limite.
Accepter le fait qu'il y ait une limite. Il y a une limite au travail, comme il y a une limite de nos productions, comme il doit y avoir aussi une limite de nos consommations, comme il y a une limite de notre capacité à vivre sur cette planète. Et en fait, c'est un défi que peu de générations humaines auront eu à affronter. Et aurons-nous la sagesse de l'affronter ou préférerons-nous nous accrocher à un système de sacrifice et d'hyperpuissance au détriment même de notre capacité à continuer à vivre? Et pourrons-nous regarder nos enfants en ne posant pas cette question? Quelle est la limite aujourd'hui de notre système de production, de consommation? Et quelle est la limite dans nos vies? Alors, Jérôme Perminja, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que vous le disiez au début de votre intervention, vous avez une vie un peu sacrificielle. Enfin, vous consacrez quand même une énorme partie de votre travail, de votre vie au travail, avec la peur au ventre, avec des difficultés à gérer. Alors, est-ce qu'effectivement, il ne faut pas aussi qu'il y ait des limites ? Alors c'est très compliqué comme question. Effectivement, jusqu'à preuve du contraire, c'est le travail qui permet d'être rémunéré et donc de vivre. Ça, c'est un modèle. C'est pas la rente. Aujourd'hui, vous avez les gens qui viennent travailler ont un salaire et c'est ce salaire qui leur permet de vivre. Bon, donc pour ça, il faut que les entreprises existent, jusqu'à preuve du contraire. Et une entreprise, il faut qu'elle puisse vendre ses produits ou ses services dans des conditions de marché convenables. Parce que je vous rappelle qu'on est tous des commerçants. Et en fait, un point qui est quand même important, je pense, c'est qu'il n'existe pas d'argent public dans ce pays. Il n'existe que de l'argent privé qui devient public grâce au miracle de la taxe. Mais ça, c'est très important de l'avoir en tête. Parce que du coup, nous sommes, nous les entrepreneurs, contraints à vendre des produits pour pouvoir, ou des produits ou des services, pour pouvoir continuer à faire vivre nos entreprises. Aujourd'hui, dans ce pays, tous les mois, tous les ans, tout le temps, on nous rajoute des taxes, des coûts de production, qui font qu'en fait, nos produits et services augmentent en termes de coûts, et donc on est obligé de vendre nos produits plus chers en permanence. Nous, aujourd'hui, on vend des produits qui sont entre 300 et 400 euros pour un pull. Vous allez me dire, c'est hors de question, personne ne peut se les payer. C'est vrai, nos salariés ne peuvent pas se payer leur pull. En revanche, si vous achetez un pull Luminor, a priori, dans 30 ans, vous l'aurez encore. Et donc, c'est beaucoup plus rentable écologiquement et économiquement qu'une succession de vêtements que vous achèteriez chez H&M ou chez Zara, pour ne pas les citer. Et ça, c'est important de se dire que dans nos on essaye de faire du mieux qu'on peut, nous, en tout cas chez Luminor, pour essayer de fabriquer des produits qui ont du sens, qui durent, et on a un peu l'impression de battre contre un moulin à vent, et dès qu'on essaye de faire quelque chose, on a une taxe. Alors on a le VMR, donc le VMR c'est un impôt sur la production qu'on nous rajoute, c'est la CVAE qui n'est pas supprimée, c'est la taxe foncière qui fait x3, mais enfin, à la fin, nos produits, on est obligé d'en augmenter le prix par 3, par 4, et c'est ça le problème. Et donc aujourd'hui, être entrepreneur en France, c'est, alors entrepreneur d'une industrie qui fabrique des vêtements en plus, c'est assez sacrificiel, ouais, je pense. En tout cas, c'est un peu taré. Hubert de Boisredon, est-ce qu'effectivement, donner du sens, c'est ce qui permet aussi de dire aux jeunes qui sont dans votre société de faire des efforts? Est-ce que c'est ça qui permet de faire avancer la société? Vous êtes dans une entreprise qui a été considérée comme entreprise de première nécessité pendant le Covid. Ça, c'est un sens particulier au travail? Oui, absolument. Je crois vraiment à une vision de l'entreprise qui est que l'entreprise a deux finalités. C'est contribuer à faire progresser la société et viser l'épanouissement de ses salariés. Pour ça, elle doit être rentable. Voilà. Mais c'est effectivement, le but n'est pas de maximiser le profit des actionnaires à tout prix, comme je l'ai appris à New York en 1986 en citant Milton Friedman. Et je pense qu'on a évolué. C'est pour ça que ça me choque quand j'entends des positions qui opposent dirigeants, entrepreneurs et salariés, industrie, économie et écologie, parce qu'en fait, je pense qu'on a changé d'époque. Pour moi, on a changé d'époque. Non mais laisser entendre, par exemple, que nos salariés partent la peur au ventre en vacances, c'est très méprisant. En fait, c'est très méprisant parce que moi, je peux vous dire que mon but et le but de notre entreprise, c'est que tout le monde parte serein, heureux, se sentant reconnu, etc. C'est un but, je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, mais arrêtons de croire qu'on est des exploiteurs qui visons que les entreprises se partent la peur au ventre, c'est faux.
C'est faux. On construit un projet ensemble. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est ensemble. Et moi, je crois en une vision qui associe économie, industrie, écologie. On a d'ailleurs au sein d'Armor Group développé un programme qu'on appelle Impact 2030, où en fait, on a cessé de faire d'un côté un rapport RSE et de l'autre côté un business plan. C'est un seul programme qui unifie les deux et où on cherche à ce que notre quête de rentabilité permette aussi un progrès social et un progrès écologique. Par exemple, et là je rejoins la réflexion sur la croissance ou la décroissance. Par exemple, on a une activité qui consiste à remettre à neuf des cartouches d'impression usagées. Eh bien, ça participe à une certaine contrôle de croissance ou de croissance responsable, dans le sens où, au lieu d'aller pomper du plastique dans la terre, d'aller fabriquer des cartouches qui sont brûlées, broyées, etc., en fait, on les collecte dans les entreprises, on les remet à neuf, et du coup, ça permet de préserver les ressources. Eh bien, oui, si on arrive à générer de l'activité avec ça, on génère une certaine croissance. Mais c'est une croissance que j'appelle responsable et prospère, parce qu'elle crée de l'emploi. Voilà, et je pense que c'est ça la fidélité. On peut se rejoindre là, dans une vision d'une croissance qui est positive et qui est une certaine forme de décroissance prospère, si on veut, mais qui consiste à ne pas opposer, en fait. C'est quand on oppose qu'on finit par voilà, ça construit rien du tout, en fait, d'opposer les entrepreneurs, l'écologie, les salariés. Je pense qu'on est à une époque où, en fait, on cherche tous à ce que l'entreprise contribue à améliorer la société, j'en suis convaincu. Bon, on voit bien que le débat est assez clivé et assez tranché. Alors, je vais vous demander de jouer les juges de paix. Serge Papin, en tant que politique, est-ce que c'est pas à vous qu'il revient de réconcilier entreprise et salariés? J'aime bien le mot réconciliation. Je voulais réagir aussi à ce que disait Julia de Funès tout à l'heure sur la raison d'être. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'important. Parce que la raison d'être de l'entreprise, ça fait aussi la raison d'y être des collaborateurs ou la raison d'en être. Ce qui fait aussi, par parenthèse, souvent la raison d'y venir des clients. Enfin, les trois sont liés. Alors moi, je disais tout à l'heure le nouveau deal avec la nouvelle génération. Et j'apprécie beaucoup ce que vient de dire Hubert, parce qu'il incarne ce nouveau deal. Moi, je crois beaucoup maintenant au partage de la valeur. Il faut qu'on associe, qu'on embarque nos collaborateurs. C'est même une question de leadership. C'est-à-dire, plus vous associez vos collaborateurs aux résultats de l'entreprise, meilleurs ils sont, et plus votre entreprise est performante. D'ailleurs, quand je regarde les entreprises qui sont leaders dans leur catégorie, c'est toutes des entreprises qui vont sur le partage de la valeur, que ce soit avec des contrats d'intéressement, de participation, mais plus encore, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que fait Hubert, sur l'actionnariat salarié. Il faut aller jusque-là, et je vois que ce sont des choses qui se développent. Évidemment, moi, je fais beaucoup, en tant que ministre, la promotion de ça, parce que je vois que les entreprises qui sont leaders, encore une fois, la plupart sont avec cette idée de l'actionnariat salarié. Donc ça c'est le premier point, qui est plus de partage, parce qu'à ce moment-là aussi, ça amène beaucoup plus de fidélité. C'est une vraie question aussi pour les entrepreneurs aujourd'hui, c'est lutter, ce que disait Julia de Funès en disant il y a certains collaborateurs qui rêvent que d'une chose, c'est de faire dans un an une van life. Voilà, bah non, là du coup, quand on est engagé et associé, on est beaucoup plus fidèle. Et puis alors ça c'est le premier point. Le deuxième point aussi, j'en profite pour le dire, une des garanties aussi qu'on pourrait apporter à cette génération, c'est d'en faire une génération où, au fond, on encourage l'entrepreneuriat. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de convaincre cette génération qu'il faut entreprendre. Parce que c'est pas aussi évident que ça. Et pour arriver à ça, moi, je vais faire une proposition au PLF 2027 qui est la transmission aux salariés. Accompagner la transmission aux salariés, parce qu'on voit qu'il y a un vrai besoin. Il y a 700 000 entreprises qui vont changer de main dans les 5 à 10 ans. C'est toute une génération qui laisse sa place. Et derrière cet esprit d'entreprise, il n'est pas aussi évident que ça, qu'on l'avait, nous, dans notre génération. Donc il faut qu'on milite pour une génération d'entrepreneurs. Et donc,
la transmission, alors bien sûr, il y a la transmission familiale qui est importante, hein. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais la transmission aux salariés, c'est quelque chose qu'on doit faciliter, accompagner, et j'aurai l'occasion de faire des propositions concrètes dans ce domaine pour faciliter la reprise par les salariés, et puis aussi donner des choses qui soient intéressantes pour le cédant, pour les chefs d'entreprise qui veulent transmettre à leurs salariés. À ce moment-là, là aussi, on sera sur une possibilité d'être entrepreneur, d'être actionnaire aussi pour le plus grand nombre. Voilà. Alors, il nous reste 8 minutes. Je vous propose 2 minutes chacun avant de clore cette table ronde. Julia de Funès, est-ce que les jeunes, ils ont l'esprit d'entreprise aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont envie de se lancer? Est-ce qu'ils ont envie de cette forme de liberté? Et quel est leur rapport à l'argent? Est-ce qu'il a évolué aussi au fil des années et au fil des générations? Alors, la première question, c'est sur l'engagement, comment engager des jeunes et comment les engager à créer, etc. Pour moi, je suis toujours frappée de voir qu'aujourd'hui, on ne mentionne pas, même dans les formations en team building, dans ce registre-là, le moteur du collectif, comment on crée une force collective et un engagement véritable. Et si vous prenez tous les grands exemples de collectifs forts, à chaque fois, vous remarquez qu'ils présupposent la conscientisation d'un risque. Ce que je veux dire par là, c'est prenez le mot risque dans ces deux acceptions, parce qu'en français, il est très péjorativement connoté, mais en anglais, un risque, c'est une chance, c'est une opportunité aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'individu n'a pas conscience pour lui-même d'un risque, une opportunité ou une menace, c'est très compliqué aujourd'hui de lui demander de ressentir la nécessité d'une action commune et d'un engagement. C'est quasiment impossible, parce que la société s'est tellement individualisée qu'aujourd'hui, le sacrifice pour le sacrifice ou l'abnégation pour l'abnégation, je n'y crois plus du tout. S'il n'y a pas dans le but collectif, dans l'engagement, une résonance individuelle, un intérêt individuel, et donc la conscience d'un risque ou d'une opportunité, c'est très difficile de mobiliser notamment les plus jeunes générations. Et c'est pour ça qu'on déplore parfois que sur les retraites, les jeunes ne s'engagent pas. Oui, mais parce que la retraite dans 20 ans, c'est une abstraction. Donc c'est ce que vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, quand le but est trop différé, la satisfaction est trop différée et n'est pas immédiate, c'est très difficile de motiver parce que l'intérêt individuel est moins palpable et moins visible. Alors vous allez me dire, et à tort, vous pourriez m'objecter que l'écologie mobilise beaucoup de jeunes alors que les effets aussi sont futurs et différés. Oui, mais là, dans ce cas-là, pourquoi ils sont très engagés? C'est parce qu'il y a un bénéfice symbolique, identitaire très fort. Parce que quand vous êtes du côté de l'écologie, vous êtes du bon côté de la politique, du bon côté de l'histoire. Vous n'êtes pas, vous êtes, oui, voilà. Donc vous êtes identitairement valorisé. Donc quand il n'y a pas un bénéfice immédiat, palpable, tangible, vous avez aussi la possibilité d'avoir un bénéfice secondaire. Et toutes les causes qui ne prennent pas en compte cet intérêt individuel, je crois, mobilisent beaucoup moins facilement. Donc je ne sais plus du tout quelle était votre question. Pourquoi on est sur le rapport à l'argent? Ah oui, non, mais l'argent, c'est un moyen, encore une fois, essentiel. Je suis toujours frappée de voir que les gens ne disent pas que la première des motivations, c'est le salaire. Mais enlever le salaire aux gens, vous verrez que la reconnaissance et tout ça, ça passe après. Donc la rémunération est très importante. Il y en a marre qu'en France, ce soit un sujet tabou, mais parce qu'on assimile toujours l'argent à la rente et à notre passé historique qui fait que la richesse est parfois injustement acquise et transmise, mais maintenant, c'est plus le cas. Donc l'argent est un moyen au service de la vie. C'est formidable que des gens aient envie de gagner de l'argent et que de l'argent. C'est une motivation tout à fait louable. Je ne vois pas pourquoi on culpabiliserait ça. Et je crois que les plus jeunes générations n'ont pas ce tabou de l'argent. Ils sont très fiers aussi de dire moi, je bosse dans cette boîte parce que je suis mieux payée que dans une autre. Et puis voilà, c'est la vie. Sandrine Rousseau, sur cette question d'effort, si on y revient, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des gouvernants? Est-ce que vous en prenez, vous, votre part en tant que député? C'est vrai que le politique, il était censé changer la vie, c'est ce que nous avait promis François Mitterrand. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vendez assez de rêves? Est-ce que vous entraînez assez cette nouvelle génération? J'aimerais beaucoup que l'écologie soit du côté du bien et de la valorisation symbolique, parce que je n'ai pas complètement l'impression de l'être toujours. Moi, je voudrais juste rassurer sur un point, et peut-être que nous ne le disons pas suffisamment, c'est qu'un monde qui respecte les limites planétaires, je rappelle quand même que sur les 9 limites planétaires, 7 sont déjà dépassées, et qu'en fait, quand il pleut pas, vous pouvez faire des danses de la pluie, vous n'avez pas la maîtrise sur la capacité à faire pleurer, et à faire pleurer, et à faire pleuvoir surtout, et parce que là, on pleure
l'ampleur de la sécheresse. Et donc, il y a, en fait, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est quelle économie dans un monde de limites? Et pour moi, c'est une philosophie économique à modifier, c'est-à-dire qu'il faut que nous passions d'une économie de la quantité à une économie de la qualité. Et là-dessus, je vous rejoins. Un pull qui dure 5 ans est bien plus écologique que 50 pulls utilisés 40 ans est bien plus écologique. Donc, il faut passer d'une économie de la quantité à une économie de la qualité, une économie de la série et de l'impersonnel à une économie du sur-mesure et de l'adaptation aux besoins, mais aussi d'une économie mondialisée à une économie beaucoup plus locale et donc résistante. Donc le monde vers lequel je souhaiterais que nous allions n'est pas un monde sans entreprise ou sans activité économique, mais ça n'est pas un monde d'une concurrence mondialisée et standardisée. Et je pense qu'il faut que nous nous posions ces questions-là aujourd'hui, parce que si nous continuons à aller vers un libéralisme débridé et une concurrence internationale, alors nous sommes obligés d'aller vers la série, le standardisé, là où aujourd'hui, pour survivre et pour continuer à avoir une prospérité dans l'avenir, il va nous falloir aller vers le small is beautiful, c'est-à-dire du moins, mais du mieux. Jérôme Permaja, je voudrais vous entendre sur l'effort. Est-ce qu'il doit être équitablement réparti dans la société? Est-ce que vous avez l'impression qu'il l'est? Et comment mieux répartir cet effort ou mieux partager la valeur pour avoir le sentiment que tout le monde participe et tout le monde récupère les fruits de la croissance? Alors, je voudrais déjà réagir sur le partage de la valeur. Pour qu'il y ait partage de la valeur, il faut qu'il y ait une entreprise rentable. Et aujourd'hui, les entreprises, il faut d'abord créer les conditions de la rentabilité pour pouvoir ensuite parler de partage de la valeur. Donc, il faut vraiment dissocier les différents types d'entreprises, parce qu'on fait quand même des focus sur des grosses entreprises. Il y a beaucoup de PME industrielles en France, il faut, industrielles ou pas d'ailleurs, qui luttent pour être rentables. Moi, je rêverais que mon actionnariat soit salarié, que je puisse partager les résultats mais en fait, la valeur de mon résultat annuel, c'est la valorisation de mes stocks. Donc en fait, je n'ai pas de cash à distribuer à l'intégralité de mes salariés. Donc en fait, il faut d'abord créer les conditions de la rentabilité. Et aujourd'hui, monsieur le ministre, les conditions qu'on a en France et le coût du travail en France font qu'on ne peut absolument pas aller vers plus de rentabilité. Absolument pas. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est l'entrepreneuriat. Je réagis, monsieur le ministre, parce que vous voulez que les gens soient entrepreneurs. Mais quelles sont les conditions qu'on garantit à un entrepreneur? Un entrepreneur, il engage tout. Il engage sa famille, son argent, son patrimoine. Le jour où il se plante, il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a pas une assurance. Il y a la GSC éventuellement. Et ça, pourquoi on n'a pas une assurance chômage en tant qu'entrepreneur? Voilà, ça c'est des choses. Donc vous ne pourrez pas aller vers plus d'entrepreneuriat si vous ne promettez pas aux gens qui prennent des risques qu'en fait ils ont raison de prendre des risques parce que derrière il y a potentiellement un filet de sécurité. Nous on n'a pas de filet de sécurité. Donc je veux bien continuer à faire des efforts, à être dans une dynamique sacrificielle comme on le disait tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier que nous les entrepreneurs on en porte beaucoup et que je rejoins Hubert sur le fait qu'il faut arrêter d'opposer les salariés, les patrons, les entrepreneurs, les patrons des très grands groupes, les patrons des petites entreprises. En fait, il faut qu'on travaille tous à un projet collectif, effectivement, qui ait du sens, et on ne fera pas d'efforts si on n'a pas un projet collectif sensé. Voilà. Hubert de Boisredon, c'est à vous qui le revient. Vous avez 1 minute pour conclure cette table ronde. Je crois que la plupart d'entre nous, en fait, on partage la vision d'une économie durable qui respecte les salariés, d'entreprises qui doivent être rentables. Je pense qu'on a un fonds humaniste en tant qu'entrepreneur. Et moi, ce que je crois, c'est que c'est important que ce fonds humaniste il soit mis en valeur, qu'il soit reconnu. Voilà. Et puis, je pense que dans le fait de cesser d'opposer, j'en profite parce que j'ai la tribune, pour dire il y a une chose, il y a une menace qui plane autour, là, que certains continuent de vouloir mettre en avant, cette fameuse taxe Zuckman, etc. Je crois que ce serait une arme de destruction massive des PME et des ETI. On ne peut pas faire payer à un individu une valeur virtuelle d'argent qu'il n'a jamais reçue. Je pense que c'est important dans le partage de la valeur que l'on partage Dans le sens de l'effort, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que quand on reçoit de l'argent concrètement, on en redonne une partie pour le service public et pour la collectivité et pour le bien commun. Je pense pas qu'il y a de désaccord là-dessus. Mais devoir payer sur de l'argent qu'on n'a pas reçu,
Ça, en tout cas, je pense qu'on se battra tous contre ça. Et surtout, je pense que le point, c'est qu'on ne se rend pas compte que promouvoir une taxe comme celle-là, en fait, va empêcher une évolution vers des entreprises plus humaines. Parce que si on doit retirer des dividendes pour payer une taxe, ça veut dire qu'on va faire moins d'investissement, moins de formation, moins de partage d'intéressement et de participation. Et je pense qu'il faut trouver une autre voie de partage de la valeur. C'est pour ça que je crois en l'actionnariat salarié, ça oui. Et je pense que travaillons plutôt sur cette piste-là, qui nous unit plutôt que de pistes qui nous séparent. Voilà. Merci. Juste pour conclure, une petite seconde, Serge Papin. Pas de taxe Zuckman, baisser le coût du travail. Vous avez entendu les désirata des patrons. Assurer les entrepreneurs, assurer les entrepreneurs. Oui, je parlais tout à l'heure d'un nouveau deal avec les salariés et je pense vraiment qu'il faut que ce pays passe un nouveau deal avec son économie pour qu'elle soit plus reconnue, que le politique soit plus bienveillant avec le monde économique. Et pour ça, il faut être plus créatif ensemble. On compte sur vous, hein, vous êtes aux responsabilités. Merci à tous et merci pour cette table ronde donc sur le partage de l'effort et sur l'effort dans la société. Cette rencontre des entrepreneurs de France se poursuit bien sûr avec de nouveaux débats dans un instant. Merci à tous. Merci beaucoup Brigitte Boucher et ses invités. Merci mesdames, merci messieurs.